Nous allons vous présenter notre projet qui était l'amélioration de l'asservissement de visée laser. Nous avons travaillé pour le compte de JTL Électronique. Dans un premier temps, nous vous présenterons le contexte, puis le cahier des charges, une partie un peu plus technique ensuite avec le contrôle, la présentation du système et la commande. Ce système est réalisé pour l'opération de la rétine. Il y a un laser, 2 galvanomètres qui sont équipés de miroirs et ces miroirs vont permettre de donner une position au laser qui va créer une matrice de 25 points. Cette matrice doit être créée en 20 millisecondes au maximum pour que le mouvement ne soit pas vu par l'œil grâce à la persistance rétinienne et qu'on ait vraiment l'impression de voir une matrice de 25 points. L'asservissement des galvanomètres va être fait par une carte FPGA qui va intégrer un soft core qui est un iOS 2. Les années précédentes, ils ont réussi à obtenir une matrice qui ne scintillait pas, qui était le problème initial du client, mais les points n'étaient pas nets, ils étaient diffus comme on peut le voir ici. Concernant le cahier des charges, qui est notre deuxième partie, nous pouvons retrouver les fonctions dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire l'affichage d'une matrice de 25 points et le contrôle des 2 galvanomètres, plus certaines contraintes qui sont liées à la carte pour la première, un temps pour la seconde et l'interface sur Scilab qui est open source pour la troisième. Pour cette application, nous utilisons un système composé de 2 galvanomètres, un galvanomètre X et un galvanomètre Y. Cependant, ce système seul n'est pas assez performant pour répondre aux besoins du client. Nous allons donc devoir ajouter un correcteur à chacun des 2 galvanomètres pour qu'ils aient la performance nécessaire. Pour calculer les coefficients du correcteur à appliquer, nous avons besoin de connaître ce système, c'est-à-dire établir un modèle de chacun des 2 galvanomètres. C'est le but de l'identification. Pour ce faire, nous envoyons un signal de commande à chacun d'entre eux, récupérons leur réponse et établissons le modèle. Nous aurons donc 2 modèles différents, un pour le galvanomètre X, un second pour le galvanomètre Y. Pour vérifier que le modèle corresponde bien au système réel, nous allons envoyer le même signal U à la fois au système réel ainsi qu'à son modèle, relever les réponses de chacun d'entre eux, les comparer. Si celles-ci sont équivalentes, comme ici, alors l'identification a fonctionné. Maintenant que nous avons établi le modèle, nous allons pouvoir passer au calcul des coefficients du correcteur. Pour cela, nous établissons les performances sous forme d'une fonction cible dont les paramètres sont définis d'une part par le cahier des charges et d'autre part par la théorie. Une fois que les performances sont établies, nous reprenons nos modèles de l'identification pour calculer les coefficients à appliquer au galvanomètre X ainsi que les coefficients à appliquer au galvanomètre Y. Nous simulons la réponse du système corrigé, vérifions qu'il a bien les performances nécessaires pour l'application. Une fois cela fait, nous pouvons appliquer à notre système les coefficients pour pouvoir afficher la matrice. La matrice, présentée en début de vidéo, ainsi que l'asservissement devaient être réalisés sur la carte suivante, composée d'une paire de galvanomètres, d'une prise RS-232 et d'une carte mère composée d'un FPGA. Ce FPGA est un Max10 qui fonctionne à 60 MHz grâce à une PLL et qui possède 25 000 blocs logiques. La chaîne analogique est constituée d'un CNA qui permet la commande de la position des galvanomètres et de 2 cannes qui permettent la lecture de la position des galvanomètres. Sur la carte, plusieurs modes de fonctionnement ont été implémentés. Le co-design a été utilisé avec une partie software et une partie hardware. La partie software est éditée par un processeur logiciel implémenté directement dans le FPGA. Ce processeur est appelé NIOS. Son rôle est très simple et reste le même quel que soit le mode de fonctionnement. L'utilisateur peut accéder directement, grâce au NIOS, en écriture ou en lecture, aux différents registres matériels du FPGA. Ceci est notamment possible grâce à un bus de communication appelé le bus Avalon qui est spécifique à Intel. C'est donc la partie hardware qui va différer selon le mode de fonctionnement implémenté. Le premier mode de fonctionnement implémenté est le mode Avalon. C'est un mode de debug qui permet de contrôler directement la position des galvanomètres grâce au bus Avalon. Le deuxième mode de fonctionnement est le mode identification. Il permet d'identifier notre système en boucle ouverte. L'identification s'effectue à TE égale 10 microsecondes. L'identification ne peut pas se faire en parallèle sur les 2 voies et donc nous identifions une voie après l'autre. Le principe de fonctionnement est le suivant. On écrit les différents points de la SBPA d'entrée donnés par nos collègues dans la RAM 0 qui correspond à la RAM d'entrée dans ce mode. Ensuite, à chaque TE, on envoie une valeur au galvanomètre et l'on récupère sa réponse en la stockant dans la RAM 1.
qui correspond à la rame de sortie dans ce mode. La courbe de réponse du système est alors obtenue en relisant la rame de sortie. Voici l'exemple de la réponse du système à une SBPA sur la voie Y. En abscisse, nous avons le nombre d'échantillons qui sont appliqués à tous les TE au système, et en ordonnée, nous avons l'amplitude des signaux. Cela va permettre à l'autre groupe, la partie contrôle, d'établir le modèle sur la voie Y comme vu plus tôt dans la vidéo. Bien, merci Alexandre de nous avoir présenté l'identification. Nous allons maintenant passer à la conception en VHDL du bloc RST. Nous avons différents objectifs pour ce bloc RST, à savoir une horloge cadencée à 60 MHz, un calcul d'ordre 6, un temps de calcul le plus faible possible et une taille d'inférieure à 20 000 blocs logiques pour les deux voies. Ici nous avons un bloc type, à savoir le bloc B qui représente un des trois blocs RS ou T qui fonctionnent de la même façon. Chacun des blocs prend en entrée deux valeurs flottantes sur 32 bits, puis stocke ces valeurs dans deux registres différents, un d'échantillon, un de coefficient, multiplie chacune des valeurs une par une, puis les additionne, pour obtenir à la sortie de chaque bloc une multiplication-addition de la forme E0B0 plus E1B1 plus etc. E5B5. Au total, dans chacun des blocs, on va avoir une opération qui va se faire tous les 18 cycles. Ici nous avons un bloc RST complet avec les blocs RS et T. Chacun des blocs fait un calcul tous les 18 cycles, or on ne va pas pouvoir faire les calculs de blocs T et R en même temps que le S, puisque le bloc S a besoin du résultat de cette soustraction des deux blocs avant pour se faire. On va donc calculer le bloc R et T dans un premier temps sur 18 cycles, puis le bloc S sur 18 cycles. Ce qui nous donne un résultat de la structure RST complète tous les 36 cycles. Avec une horloge cadencée à 60 MHz, on va donc avoir un échantillon tous les 0,6 microsecondes. Voilà la structure sous forme schématique d'un bloc RST complet. En bleu, on peut voir les différents composants de commande du système RST. Et en vert, les blocs de conversion. En rouge, c'est la partie calcul qui représente la plus grande consommation de blocs logiques. Un bloc RST complet comme celui-là consomme 6250 blocs logiques environ. Il est possible donc d'utiliser deux RST en parallèle pour les voies X et Y, puisque nous aurions une consommation en blocs logiques de 12 500 blocs logiques, ce qui est suffisant puisque nous avons 20 000 blocs logiques disponibles, donc les deux RST passent sur notre FPGA. Voilà qui conclut la vidéo de présentation du projet d'amélioration de l'asservissement de visée laser. Merci pour votre attention.